Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Nous, ça va cette semaine. Ouais, c'était une semaine plutôt calme. Exactement, on est dans une période calme. Pour ceux qui avaient suivi, on avait eu 6 mois vraiment difficiles. Et là, on savoure, on fait des trucs un peu plus cool. Ouais, on se détend, on serre l'esprit. Que juste travailler. Donc on espère aussi que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout le monde est content du retour des beaux jours. C'est ça, et que vous allez bien, que vous faites des acquisitions de biens surtout. On peut enchaîner avec la boom anecdote de la semaine. Ouais, qui sera assez courte parce que bon, il n'y a pas eu trop de dingueries cette semaine. J'ai eu seulement. Pas des dingueries à chaque fois quand même. Ouais, exactement. On va quand même se calmer dessus. Non, j'ai seulement eu au boulot. Faut savoir que chaque année, on a des revues au niveau des clients qu'on gère en banque privée. On est obligé de faire ce qu'on appelle un KYC, donc c'est connais ton client, où en gros, on doit récupérer leurs infos personnelles et vérifier qu'ils habitent toujours à telle adresse, etc. Et c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre parce que vous vous rendez compte de toutes les infos que peuvent se poser la banque. Par exemple, il y a une case où, par exemple, on dit si le mec est propriétaire, combien vaut sa maison, et par exemple, il y a une case de quelle est la date d'acquisition de sa maison. Et moi, à chaque fois, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je me dis, mais quelles sont les quantités d'informations qu'on peut récupérer sur nos clients, et surtout que c'est des cases obligatoires, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, bon, des fois, t'as des cases facultatives en mode, tu les mets, tu les mets pas, ça change rien. Mais là, c'est une case qui est bloquante pour la page, elle passe pas à la suivante si t'as pas rempli. Du coup, t'es, genre, honnêtement, moi, dans 99% des cas, je mets une date au pif parce que, les seuls moments où je mets pas de date au pif, c'est quand par exemple c'est moi-même qui ai fait le financement de la maison, alors je me souviens si c'était en 2020, 2021, 2022, mais sinon je mets des dates au pif parce que franchement je me dis mais qu'il l'a acquis en 1990 ou en 1992, qu'est-ce que ça peut bien le refaire, quoi. Enfin bref. Et du coup ça c'était dans le cadre des KYC que j'étais en train de revoir, on demande aux clients de nous envoyer leurs avis d'impôt. Et bon, mais forcément c'est le moment où on a tous leurs revenus sur l'année, et il y en a un qui m'a énormément étonné. C'est pas la première fois que je le reçois, mais je l'avais reçu une première fois il y a 2 ou 3 ans en arrière. Et en fait, c'est un client, d'ailleurs j'ai cherché un petit peu qu'est-ce qu'il avait fait dans sa carrière parce que j'étais étonné du montant de sa retraite en fait, c'est-à-dire que sa retraite, essayez de deviner le montant, je pense que vous n'y arriverez pas à le deviner parce que le mec prend quasiment 10 000 euros net de retraite par mois, c'est-à-dire qu'il déclare à peu près 120 000 euros de retraite par an. Et en fait, moi déjà la question que je me pose, je me dis mais combien d'actifs il faut pour payer sa retraite? Non, en fait c'est ça, en soi, moi je me dis s'il a cotisé pour avoir cette retraite et travaillé, tu sais qu'il a eu vraiment une vie active avec une entreprise qui a fait beaucoup de valeur ajoutée, peut-être qu'il a mérite, je sais pas, je suis personne pour dire s'il mérite ou pas, mais en fait c'est abusé 10 000 euros de retraite parce que quand on sait ce que ça coûte sur nos salaires à nous, pour que monsieur vive comme un prince, surtout que je suppose que tous ces biens sont payés, ça a RP payé. Après attention, qu'ils vivent comme un prince ou pas, c'est pas, enfin moi je sais même pas comment il vit, ça m'intéresse pas, j'ai même pas de jugement de valeur dessus, c'est juste le montant qu'il perçoit de notre poche en fait tous les mois. Ah, moi ça m'agace. Non mais j'ai voulu creuser un petit peu le truc parce que des fois il faut pas s'arrêter uniquement aux chiffres parce que j'ai d'autres clients qui ont des très gros revenus. Par exemple, j'ai des clients salariés de certains groupes américains qui peuvent prendre 350 à 400 000 euros par an imposable en tant que salarié. Donc bien sûr, ils payent 200 000 euros d'impôts là-dessus, mais ils auront forcément droit à une retraite relativement importante parce que t'as l'entreprise et lui par le biais de ses charges salariales qui ont cotisé. Et le souci, c'est que sur ces clients-là, par exemple, vous avez été justement un salarié d'un groupe américain, vous avez gagné 400 000 euros net par an sur les 10 dernières années, on va dire, avant de partir à la retraite. Vous n'allez pas vous retrouver avec 10 000 euros par mois de retraite. Quand on fait les calculs en général sur ce type de profil, vous avez des très belles retraites qui sont à 4, voire qui peuvent approcher les 5 000 euros de retraite par mois. Donc c'est très important, mais tu te dis quand même qu'il y a eu une cotisation qui a été extrêmement importante. Et lui, il faisait quoi du coup ?
Eh ben justement, c'est pourquoi lui gagne 10 000 par mois. Alors que si on se dit que en théorie ça doit plus ou moins être proportionnel, on se dit ok, c'est parce qu'il était payé 800 000 euros par an. Mais en fait, pas tout à fait. J'ai cherché un petit peu sa carrière. C'est un ancien cadre d'un grand groupe français coté. Et en plus, je pense que l'élément le plus déterminant dans sa retraite, c'est qu'il a été responsable d'une administration. Donc en gros, c'est un des postes de l'État les plus élevés en dessous d'un ministre pendant quelques années. Donc en fait, c'est un ancien, c'est plus ou moins un ancien fonctionnaire qui a pantouflé après dans une entreprise cotée, puis qui est revenu à une des plus hautes fonctions de l'État. Et c'est ce qui explique qu'il a une si grosse pension de retraite. Pourquoi? Non pas qu'elle soit en corrélation des revenus qu'il avait avant, c'est surtout qu'il est dans plusieurs régimes. C'est ça. En fait, il reçoit pas un seul virement de 10 000 euros par mois. C'est parce qu'il y a plusieurs régimes de retraite qui lui envoient. Donc là, on voit même que ce type de profil est avantagé par rapport, par exemple, au mec. Je citais tout à l'heure un autre client qui est salarié d'un grand groupe américain, qui lui prend 400 000 par an. Celui-là, qui prend 400 000 par an, aura une retraite qui sera nettement moins importante qu'un fonctionnaire qui a peut-être, je sais pas moi, pris du 10-12 000 en tant que responsable d'une administration, qui avait avant travaillé après dans un autre groupe coté. Alors certes avec un poste où il devait avoir des gros salaires, mais qui aura pas gagné autant et qui va se retrouver avec une retraite qui est complètement décorrélée uniquement parce que finalement il a joué dans plusieurs tableaux. Et là c'est juste pour souligner un petit peu l'aberration de notre système de retraite et les inégalités flagrantes qu'on peut avoir là-dessus, quoi. Et puis c'est surtout toujours pareil, c'est que forcément lui il a un certain âge, je pense qu'il a la retraite depuis au moins une petite quinzaine d'années. Très honnêtement, il n'y a jamais aucun d'entre nous qui pourra prétendre à une retraite pareille, quoi. Donc en plus que lui, il est finalement pas cotisé autant parce qu'il a surtout joué dans les règles de plusieurs systèmes. Alors quand je dis jouer, ça ne l'a pas fait volontairement, c'est parce que c'est sa carrière qui a fait que. Mais néanmoins, le fait est qu'il prend 10 000 euros net de retraite par mois et que je pense qu'il faut, il doit falloir 50 actifs, je pense, pour cotiser tous les mois pour payer sa retraite. Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est juste pour souligner un petit peu l'aberration de notre système et la nécessité, je pense, pour notre génération de se sortir de là, quoi. Il y a une deuxième boom anecdote cette semaine, tu sais, avec la DGCCRF que t'avais oui, voilà, effectivement, parce que juste avant l'épisode, on était en train de se souvenir des boom anecdotes. Et effectivement, elle t'est revenue, merci. Ça, c'est la deuxième boom anecdote. Bon, du coup, on avait dit que ça serait court, ça sera un peu plus long. Je me suis rendu compte cette semaine que l'État avait un espèce de grand logiciel agrégateur et qui pouvait allègrement piller dans vos comptes bancaires, parce que j'ai eu en fait un autre cas avec un client beaucoup plus jeune cette fois, qui a une société qui a eu des ennuis avec la DGSCRF qui est la répression des fraudes. On va pas rentrer dans les détails parce que de toute façon ça a pas d'intérêt. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il m'a dit oui, ils m'ont pris 200 000 euros sur le compte. Et moi au début j'ai pas très bien compris pourquoi il me disait 200 000 euros. Je regarde sur le compte, je vois pas de. En fait, il faut savoir que normalement quand l'État vous prend de l'argent, par exemple quand vous payez vos impôts, c'est sous forme de prélèvement. Donc c'est très important parce que d'un point de vue bancaire, tout ça est très réglementé. Donc normalement, quand l'État vous prend vos impôts, vous voyez une ligne prélèvement sur votre compte. Quand vous ne payez pas une amende, par exemple, ou quand vous êtes en retard sur vos impôts, l'État font ce qu'on appelle une saisie sur vos comptes qui s'appelle une saisie à tiers détenteur. Donc ça, pareil, c'est en fait l'État qui envoie une notification à la banque, qui nous demande à nous, banques, de bloquer pendant 30 jours la provision de ce que réclame l'État. Et en gros, vous avez 30 jours pour régulariser votre situation à l'État, sinon l'État fait la saisie de la somme qu'ils ont prélevée sur votre compte. Donc ça, c'est les deux grands types que je connaissais jusqu'ici, qui me paraissent jusque-là entre guillemets normal, parce que bon, le prélèvement, c'est logique, c'est comme quand vous payez l'électricité, et la saisie à tiers détenteur, à un moment donné, si vous payez pas l'État, il faut bien qu'il ait un moyen de se récupérer à un moment. Donc ça, jusque-là, pas de problème. Et lui, la particularité, c'est que pour revenir à notre cas, sur les 200 000 euros qui ont été pris sur son compte, quand je regarde la ligne, je vois virement. Et là, ça m'interroge. Je dis, oui, mais en fait, c'est vous qui avez fait le virement. Il dit, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Et c'est vrai que j'étais un peu étonné, parce que pour un virement de 200 000 euros, normalement, il est obligé de nous appeler. Enfin, vous pouvez pas le saisir depuis vos comptes en ligne. Et je lui dis, mais c'est quand même étrange, etc. Bon, bref, j'en discute, je termine l'entretien téléphonique avec lui. Je raccroche, et après, ça me laisse un peu perplexe. Alors, je décide d'aller voir un petit peu mieux ce virement, et je décide de l'ouvrir. Sachant que nous, on a des logiciels, forcément, pour ouvrir les virements, on peut savoir à qui ça a été payé, comment ça a été fait. Et là, je regarde ce virement, et vraiment, c'est la première fois que je vois un virement comme ça. C'est-à-dire qu'il a pas, en fait, on voit bien que c'est pas un virement qui est comme les autres, c'est-à-dire qu'il a pas été émis, traité par les mêmes services chez nous en interne. Et je trouve ça un peu bizarre. Je clique sur la page d'après pour essayer de voir à qui le virement a été fait.
Il n'y a pas d'info. Et là, ça apparaît pas. Il n'y a pas d'info. Genre, en fait, c'est comme si le virement était parti et que c'est, alors forcément, c'est tracé, hein, on sait très bien où est parti le virement, mais ça veut dire que moi, en tant que salarié, en tant que chargé d'affaires grand compte pour ce client, je ne peux même pas voir à qui a été fait le virement. Et je regarde le libellé du virement. Effectivement, il y avait un libellé comme quoi ça avait été émis auprès d'un tribunal. Et là, en fait, juste après, je me rends compte qu'en réalité, c'est pas le client qui a initié le virement, c'est même pas nous qui avons initié le virement, parce que si c'était nous, j'aurais forcément été prévenu à un moment donné. C'est l'État directement qui, je pense, dans toutes les banques françaises, a plus ou moins un logiciel agrégateur où ils peuvent appuyer sur un bouton et saisir vos comptes. Donc en fait, là, je suis en train de comprendre toute la logique qu'on nous pond depuis une vingtaine d'années en France, donc avec Tracfin, les déclarations de vos comptes à l'étranger, etc. En fait, tout ça, ça vient d'être sûr que si vous ayez un compte en France, à tout moment, l'État peut appuyer sur un bouton et se servir comme il faut. Et moi, ce qui vraiment me choque, c'est que quand l'État se sert, normalement, il se sert par prélèvement ou par saisie à tiers détenteur. Donc là, encore une fois, pas de problème. Mais se saisir sur un virement, ça veut dire qu'en fait, sur votre compte, ça apparaît comme si c'était vous qui aviez initié le paiement. Et même d'un point de vue, entre guillemets, des sécurités bancaires et de ce que vous pouvez reprocher à votre banque, le prélèvement, la saisie à tiers détenteur, le virement, c'est pas du tout pareil. Et là, vraiment, le fait que ça apparaisse comme virement, j'ai trouvé ça extrêmement fourbe, extrêmement choquant, et je me suis dit oula, c'est urgent d'avoir des comptes à l'étranger. Ouais. Ou de se débancariser via des cryptos ou peu importe. Bref, c'était la fin de la boom anecdote. Ça nous permet de faire un peu ça nous fera le lien du coup par rapport au sujet de cette semaine. Juste avant, on avait 2 questions d'abonnés. On avait Florine qui nous avait posé la question: quand on sait pas par où commencer, on commence par quoi? Ça fait vraiment rire ce genre de questions. Ouais. Du coup, tu dirais quoi, Florine? C'est des questions qui sont ultra généralistes parce que ça dépend toujours quelle est votre situation, etc. Moi, je pense que dans tous les cas, quand on veut, entre guillemets, commencer, donc déjà, qu'est-ce qu'elle entend par commencement, mais je pense que commencer à investir, commencer un petit peu à se créer une épargne et à sortir du boomer dream, je dirais que le plus simple, c'est déjà d'avoir un job, de gagner un peu d'argent pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pouvoir commencer à générer de l'effet de levier sur ses investissements par le biais, par exemple, justement, d'avoir un salaire, une rémunération au CDI. Donc en fait, quand on veut commencer, si on n'a pas de capital, il n'y a pas de choix, il faut bosser. Donc si elle bosse, à ce moment-là, il faut commencer à mettre de l'argent de côté, commencer à investir une partie de son épargne et pourquoi pas s'intéresser à l'investissement immobilier qui est, je pense, quand on démarre de zéro, le moyen le plus évident, je pense, pour se créer un patrimoine important. Je dis pas que c'est le plus facile, je dis pas que c'est le plus rapide, je dis que c'est le plus évident parce que, par exemple, si vous vous dirigez, je sais pas moi, par exemple, vers les investissements, actions, crypto, etc., ça peut payer, mais ça va mettre plus de temps à payer, ou alors ça veut dire que vous aurez un petit peu une part de chance à un moment donné si ça paye vite, alors que l'immobilier, on va dire que le montant de ce que vous allez gagner est plus ou moins corrélé à l'énergie que vous allez mettre dedans. Mais la réalité, c'est que l'immobilier, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que je dis pas que c'est plus facile ou plus rapide. Je dis juste que l'immobilier, c'est assez linéaire, alors que la bourse ou les crypto-monnaies, il y aura une part d'aléa qui sera plus grande. Moi, j'aurais dit aussi faire une petite introspection, je pense. On l'avait déjà dit, je sais même plus comment il s'appelle cet épisode, sur les objectifs. Tu te rappelles? Je crois que c'est définissez vos objectifs. Oui, déjà, je commencerai par là. Savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et essayer de mettre un plan d'action cohérent, tu vois, par rapport à ce qu'on a décidé qu'on voulait ou qu'on ne voulait pas. Ouais, je pense que tu as bien raison, effectivement. Genre, tracer un plan, tracer des objectifs de vie également, parce que bon, il y a un petit peu vos objectifs de travail, d'investissement, etc. qui sont une chose, mais je pense que les objectifs de vie, c'est hyper important. Et je sais plus dans quel épisode je l'avais dit, mais c'est vrai que moi j'ai commencé par là, par un peu faire les objectifs, qu'est-ce que je voulais dans ma vie, et par rapport à ce que je voulais, mettre l'énergie en adéquation, parce que vous pouvez avoir plus ou moins d'ambition, plus ou moins d'envie. Effectivement, si votre rêve c'est d'ouvrir une auberge avec des chèvres dans le Larzac, par exemple, vous n'allez pas avoir besoin d'un effet de levier qui est similaire que si vous voulez vivre dans un penthouse à Dubaï, par exemple. Sachant qu'encore une fois, les deux projets, il n'y a aucun jugement de valeur dessus. Peu importe ce que vous voulez, mais c'est évident que si vous voulez simplement une auberge dans un coin paumé, en fait, il vous faut quoi? Il vous faut 100 000 euros de capital. 100 000 euros de capital en travaillant bien pendant 3 ans ou 4 ans, c'est sûr que vous les aurez. Oui, et puis après, nous, on n'est pas pour le salariat, ça ne nous correspond pas, mais encore une fois, si vous êtes carriériste et que vous avez l'ambition de grosses carrières dans des gros groupes, etc., tous les profils ne sont pas les mêmes et c'est très bien, et du coup, il faut faire en fonction de ce que vous voulez, vous. Et c'est bien de savoir, parce qu'il y a des gens qui savent même pas ce qu'ils veulent. C'est ça, puis même au fur et à mesure qu'on rencontre d'autres investisseurs, je me rends compte aussi que les parcours de vie par rapport aux activités professionnelles sont pas les mêmes. Je pense que ce qui est un peu le lien commun, je pense, à tous les auditeurs du podcast, c'est
cette volonté à un moment donné de sortir d'une vie classique et ou en tout cas minima de sortir de la classe moyenne qui est à la merci de sa seule source de revenus. Je pense que si on extrapole un petit peu, je pense que ça doit quand même regrouper quasiment 100% des auditeurs. Après, il y a la question qui peut se poser de est-ce qu'on veut vraiment quitter son job ou pas, qui déjà peut être une première question, parce qu'on peut aimer son job, on peut aimer plus ou moins la vie qu'il y a derrière, ou alors combien de temps. Tu vois, par exemple, nous, on est quand même dans des cas où on peut tellement pas blairer notre job qu'on était en mode, il faut que ça s'arrête le plus vite possible et 5 ans, c'est le grand maximum qu'on pouvait tenir, tu vois. Alors que, t'as peut-être des gens qui, à l'inverse, ils vont se dire, je sais pas, moi, je peux peut-être faire 10 ans ce métier, je peux peut-être faire 15 ans ce métier, je peux faire peut-être 10 ans ce métier et 5 ans un autre métier. Tu vois, c'est d'autres parcours de vie. Par exemple, j'ai un copain qui, du coup, on avait commencé notre premier job, c'était dans la même société, du coup. En fait, il a fini dans un gros cabinet de comptabilité, il gagne 100K par mois, il s'est même expatrié, et en fait, en Suisse, ouais. Alors que par rapport à moi, ça n'a rien à voir, et pourtant on vient du même truc, donc c'est que nos envies sont différentes, et c'est ok pour les deux, en fait. Donc, complètement, et c'est des parcours qui sont différents, et où pourtant, je pense que ce qui va se retrouver, c'est la volonté d'un moment donné d'investir et de se créer en fait une sécurité. Je veux dire, l'investissement est pas une fin en soi, c'est un moyen pour derrière augmenter vos revenus ou votre capital. Et ces revenus ou vos capital vont vous permettre de faire plus de choses, vous faire les choses de manière différente, et en tout cas, ça va vous éviter le fameux couteau sous la gorge qui est, je pense, un peu vous savez, quand on regarde dans les religions, ce qui fait souvent un peu peur, c'est souvent cette allégorie du diable, tu sais, quelque part. Alors en fait, tu fais attention pour pas tomber dans le mauvais dans le mauvais côté de la pente. Et je pense que dans notre société de consommation, le mauvais côté de la pente, tu le vois dans le moment où tu peux plus te payer ce que tu as envie de te payer ou ce que tu as besoin de te payer, tu vois. C'est un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui fait le plus peur aux gens, c'est à un moment donné de manquer de fric. C'est sûr. Donc je pense que d'investir et de lever du patrimoine, etc., ça te permet en tout cas de te sécuriser par rapport à ça. J'avais Laura qui nous avait posé une autre question. Elle hésite entre investir d'abord dans un appartement ou un immeuble de rapport. Tu lui conseillerais quoi ? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent sur le premier investissement, parce que c'est peut-être pas c'est peut-être, encore une fois, c'est pas le plus dur parce que c'est pas celui où il y aura le plus d'enjeux, mais c'est le plus compliqué parce que c'est là où vous avez le plus de questions, c'est là où vous avez le plus d'hésitations. Donc c'est normal qu'ils mettent parfois un peu de temps, et que quand vous vous rendez compte, moi quand je regarde le premier investissement qu'on a fait dans l'immobilier, c'était du pipi de chat, tu vois. Mais il fallait bien commencer quelque part, et finalement les problèmes qu'on a eu à gérer dessus par rapport aux problèmes qu'on a eu après, ça n'avait rien à voir, quoi. Mais je pense que cette question est importante parce que effectivement, quand on vise par exemple des grosses rentabilités, en général on va mieux les trouver sur des immeubles de rapport, parce que sur des appartements, trouver au-dessus de 10% de renta, c'est plus compliqué. Après, ça va quand même avoir d'autres avantages. Souvent, quand tu pars sur un appartement, alors on se met quand même dans une logique de zone plus ou moins identique, parce que effectivement vous avez des appartements dans les grandes villes qui valent le prix de 2 immeubles de rapport dans d'autres endroits, tu vois. Mais si on se met à peu près dans une zone similaire où en tout cas c'est rentable d'investir dans la pierre à cet endroit, on peut se demander entre un appartement dont le budget va être plus petit et où forcément il y aura moins de problèmes, mais la renta sera inférieure parce que déjà vous achèterez un seul appartement, plus vous serez dans une copropriété avec un syndic qui va vous prendre des frais. Donc t'as ça qui va venir faire que ton investissement sera moins intéressant, mais qui sera plus facile. Partir tout de suite sur un immeuble de rapport, faire tout de suite des grosses rentabilités. Par contre, avoir aussi plus rapidement des gros problèmes, une fuite de toiture, des travaux, tu vois, ce type de choses. 3 personnes à gérer en même temps, c'est 3 locataires à gérer en même temps, effectivement, comme tu dis. Mais pour autant, en termes de risque final, t'as du pour et du contre des deux côtés. Parce qu'effectivement, en termes de montant, tu auras plus de risques sur les meubles de rapport parce que c'est plus gros, mais en termes de risque locatif, tu en auras moins parce que tu auras 3 à 4 locataires, alors que sur un appartement, tu en auras un. Donc tu vois, c'est toujours ça qui est compliqué. Je dirais que le tout premier investissement, je recommande quand même un appartement. Si en tout cas si votre profil est plutôt très prudent, parce que là aussi tu peux créer un peu ton profil type, tu vois. Je pense que nous on avait commencé sur un appartement parce que j'étais encore étudiant à ce moment-là, donc forcément en termes de matelas de sécurité, etc., c'était faible. Je pense que par exemple, je sais pas, quand t'as par exemple le plus ou moins les revenus qu'on a nous aujourd'hui, sachant qu'on est tous les deux en CDI, etc., je pense que si on recommençait l'immobilier, on partirait direct sur un immeuble de rapport, parce que c'est plus en équation avec nos profils. Mais voilà, si vous êtes prudent et que vous avez un peu peur, etc., partez sur un appartement, voyez comment ça se passe, et après vous pourrez partir sur plus gros. Sachant que c'est toujours pareil, il n'y a pas que appartement, il n'y a pas que immeuble de rapport, il y a les locaux commerciaux, les locaux professionnels, enfin tout ça on a déjà parlé. Mais c'est vrai que quand on commence, on part sur ces deux types d'investissements, et c'est parfois pas facile de choisir entre les deux.
Parce que j'ai répondu à la question. Oui. Toi, qu'est-ce que La t'en question penses? est vite répondue. Ouais. Non, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Ça dépend un peu de son appétence au risque, aussi de combien est-ce qu'elle peut mettre en apport. Enfin, il y a des choses comme ça, tu vois. Oui. Aussi. Un appartement, ça coûte Oui, mais potentiellement moins cher que... tout à fait, mais disons que l'apport soit pas forcément la problématique, tu vois, que ça soit juste une question de se dire un immeuble de rapport ça fait gros, alors qu'un appartement c'est un montant qui est plus Et raisonnable. là encore, ça dépend. Moi, du coup, vu qu'on a fait les deux, je dirais un immeuble de rapport, mais bon, pour quelqu'un qui a pas commencé, effectivement, Oui. c'est peut-être plus rassurant, un appartement. Je dirais que c'est un peu comme choisir sa première voiture, tu vois. Tu te dis est-ce que je prends une voiture neuve ou une voiture d'occasion? Alors c'est pas tout à fait applicable à l'immobilier, mais je veux dire la voiture neuve, alors certes elle est mieux, elle est plus sympa, tu sais que tu auras moins de problèmes d'entretien dessus, mais N'achetez pas votre elle voiture coûte plus neuve. cher, tu vois. Et t'as la voiture d'occasion en mode elle coûte vachement moins cher, mais par contre elle a déjà été usée, il y aura plus de frais de réparation dessus. Ouais. Tu vois, c'est toujours pareil. Il y a l'un qui est pas forcément mieux que l'autre, mais c'est vrai que par exemple quand t'achètes ta première voiture, on te dit prends une voiture d'occasion, parce que si ça se passe mal, au moins tu auras pas payé cher, quoi. Ouais. Faut placer le curseur. On passe à l'épisode. Oui, j'allais dire, le thème de l'épisode de cette semaine, on a décidé de vous parler des fonds monétaires. Je suis sûre que le 3/4 des gens qui nous écoutent ne savent pas de quoi on parle. À ce moment-là, ça me dit rien, etc. Non, mais on va essayer de vulgariser au maximum, de rendre ça intéressant, parce que là, ça fait partie de l'actualité déjà. Ouais, et puis tu sais, là, je pense que sur un sujet comme celui-là, on touche vraiment les notions d'éducation financière et économique, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'on va un peu au-delà de simplement dans quoi j'investis, comment je trouve un agent immobilier. Là, on essaie de mettre un petit peu de perspective sur comment fonctionne le système économique et quelles sont les données que vous devez savoir en tant que personne éduquée à ce système pour pouvoir, on va dire, je sais pas moi, votre vie d'investisseur, elle dure, je sais pas, entre 40 et 60 ans. On va dire si vous commencez à 20 ans, vous pouvez potentiellement investir jusqu'à 80. Si après, forcément, vous mettez les barrières entre les deux différemment. Mais c'est des concepts que quand vous les comprenez, vous pouvez pas les oublier. Et une fois que vous les aurez en tête, ça fera de vous des investisseurs avec un œil beaucoup plus aguerri. Parce que par exemple, moi je le vois sur mes clients banques privées, ce qu'on raconte là, il y en a peut-être 5%, 10% maximum qui le savent. En fait, c'est pas destiné à la classe moyenne tout court, et puis même la classe aisée. Et la classe aisée, elle paye des gens pour ça, donc je suis même pas sûre que, tu vois, déjà des très riches de notre âge, je suis pas sûre que ça existe réellement. Du coup, oui. Et puis du coup, l'ancienne génération est un peu moins avisée parce que c'était pas aussi important à leur époque que maintenant. Il y a de ça aussi. Et c'est Bruno Le Maire, je crois, qui est sur la sellette, c'est plus ou moins en lien par rapport à ça aussi. C'est pour sa gestion de la dette, et on va expliquer pourquoi du coup. Et quel est le rapport avec les fonds monétaires. Voilà, c'est ça. Par quoi on peut commencer? Peut-être expliquer rapidement ce qu'est un fonds monétaire. Ouais, c'est un gros mot pour dire quelque chose qui est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on vous a déjà parlé des taux directeurs, des taux nominaux de vos prêts, etc. dans plein d'épisodes. Le fonds monétaire, c'est très simple, c'est qu'en fait, toutes les banques centrales font en fait le job d'une banque, c'est de récupérer de l'argent, y compris pour une banque centrale. Et il faut savoir que quand vous êtes dans une zone économique, donc la zone euro avec la monnaie l'euro, les États-Unis avec le dollar américain, il faut savoir que dans ces zones-là, toutes les banques commerciales qui récupèrent de l'argent qui collectent de l'argent de leurs clients sont obligées de déposer tous les soirs l'argent qu'ils ont en trop auprès de leur banque centrale, et en échange elles obtiennent un taux d'intérêt qui est fixé par le taux d'intérêt directeur. Donc dans la zone euro, je crois que pour l'instant on est entre 4 et 4,5 entre 4,25 et 4,5 si je dis pas de bêtises. Donc là, si je comprends bien, quand par exemple Madame Michu, elle va mettre ses sous à la banque, soit tu les mets du coup sur le compte de la banque, soit tu les mets sur un fonds monétaire. Non, c'est pas ça commence bien. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'était pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la banque centrale. Ah, pardon, et ça, c'est ce qui concerne les banques commerciales. Donc effectivement, tu prenais l'exemple de Madame Michu qui vient déposer de l'argent. Effectivement, Madame Michu dépose de l'argent sur sa banque, elle le laisse sur son compte courant. Le soir, en théorie, la banque est censée déposer la valeur du compte courant auprès de la banque centrale. Sauf si elle en a fait autre chose entre temps, mais bon, on va simplifier au maximum pour que ça reste compréhensible. Et qu'on perde personne. Et qu'on perde personne, c'est ça. Et le fonds monétaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vous qui placez directement de l'argent auprès de la banque centrale. Après, vous êtes trop petit, vous pouvez pas ouvrir de compte à la banque centrale. Donc, vous passez par un fonds ou par un ETF, sachant que la différence entre fonds et ETF, on va pas l'expliquer ici, mais c'est quasiment la même chose. Je dirais que l'ETF, c'est la version un peu moderne du fonds. Le fonds, c'est un peu le truc à l'ancienne avec un gérant qui essaie soi-disant de gérer. Mais faut bien voir que dans l'aspect monétaire, quand vous allez comprendre comment fonctionne comment fonctionne ce qu'on appelle un fonds monétaire, mais
ETF c'est la même chose. Vous allez bien voir qu'en fait il n'y a pas besoin de gérant et que c'est quelque chose qui est très bête comme fonctionnement. Donc c'est simplement qu'en fait, comme vous êtes trop petit en tant que client particulier pour ouvrir un compte auprès de la banque centrale directement et vous faire rémunérer vos euros, vous passez par un intermédiaire, donc soit par la banque, soit directement par un fonds, soit par un fonds, par une banque. Enfin, vous voyez, les intermédiaires, on peut toujours en mettre autant qu'on veut. Et en fait, simplement, vous avez des parts de ce fonds qui vont déposer de l'argent auprès de la banque centrale, donc tous les soirs, et qui vont vous les rendre le lendemain avec le taux d'intérêt. Donc après, ça dépend parce que vous savez, il y a plusieurs taux auprès de la banque centrale. En général, sur les fonds monétaires, pour simplifier, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un peu cette impression d'entrée-sortie, en général, on va être sur des obligations à ce qu'on appelle court terme, donc des obligations à 3 mois. C'est aussi la notion d'obligation sans risque. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur une obligation à 3 mois auprès de la banque centrale, en fait, vous pouvez pas perdre votre obligation. Parce qu'en plus, déjà, 3 mois, c'est super court en termes financiers. Normalement, quand on fait une obligation, c'est minimum sur 1 an, ça peut être sur 10 ans. Vous avez même à un moment donné, vous avez des obligations 30 ans sur les États. C'était même l'Autriche qui avait emprunté sur 100 ans. Je sais plus, il y a quelques, c'était quoi? C'était en 2019, je crois, l'Autriche avait émis de la dette sur 100 ans. Enfin, vous voyez, on peut émettre des dettes sur des durées très longues. Et quand vous avez une obligation à 3 mois, c'est une obligation qui est extrêmement courte. Et quand on dépose de l'argent à 3 mois auprès de la banque centrale, on est considéré comme un taux sans risque. Et là, actuellement, le taux sans risque dans la zone euro, c'est plus ou moins 4%. Donc, quand vous déposez de l'argent dans un fonds monétaire auprès de la banque centrale, vous êtes rémunéré 4%. Les obligations, c'est quand on achète de la dette, non? C'est ça? Tout à fait, c'est ça. En fait, une obligation, c'est un emprunt. Donc, quand vous faites c'est juste une forme d'emprunt, parce qu'en soi, quand vous faites un prêt immobilier, vous émettez de la dette aussi en soi. Oui. Là, la seule différence, c'est qu'une obligation, c'est un peu le prêt des gros entre guillemets. Donc, quand j'ai le prêt des gros, c'est le prêt des grandes entreprises, le prêt des États, le prêt des institutions. C'est ça, exactement. Ok. Donc ça pour le fonds, la définition du fonds monétaire, ok. Oui, je vais peut-être refaire la dernière distinction entre fonds et ETF, comme ça au moins après on n'en parle plus. Donc comme je disais, le fonds en théorie il y a un gérant, alors c'est toujours pareil. Moi j'aime bien, c'est dans mon métier, mais je lis ce qu'on appelle les DC, donc c'est les documents clés d'information de l'investisseur qui sont donnés. Donc tous les fonds qui sont émis dans la zone euro doivent présenter ce document qui résume en fait plus ou moins l'objectif du fonds, quelle est l'institution derrière le fonds, quelles sont leurs performances sur les dernières années, quel est le pourcentage de risque du fonds. Le fonds monétaire ou l'ETF d'ailleurs ont ce qu'on appelle un SRI de 1. Donc le SRI, je crois qu'on avait déjà parlé dans un épisode, c'est simplement un indicateur qui permet d'évaluer le niveau de risque d'un actif. Donc par exemple, le fonds monétaire, on est à 1 parce que c'est considéré comme le moins risqué. Maintenant, vous prenez les actions, vous êtes considéré comme le plus risqué, donc vous êtes à 7. C'est une échelle qui va de 1 à 7. Et en fait, donc dans le fonds monétaire, vous avez un gérant qui, en théorie, doit essayer d'aller chercher un petit peu les meilleurs taux du marché à court terme. Il est censé vous améliorer un petit peu la performance. Dans l'ETF, ça sera pas le cas. Ça va simplement répliquer un indice qui cherche à acheter et vendre des obligations à court terme. La différence majeure qu'il va y avoir entre les deux, c'est les frais. Donc sur un ETF monétaire, j'ai regardé justement les frais tout à l'heure, ils sont vraiment très très bas. Vous êtes entre 0,05% et 0,10%. Donc vous voyez que c'est quasiment rien. Alors que sur un fonds, vous allez être entre 0,30 et 0,40 à peu près. Je pense il y a plus d'intermédiaires, non, quand tu fais appel à un fonds plutôt qu'un ETF. Non, c'est pas une question d'intermédiaire, c'est une question qu'il faut rémunérer le gérant. Ah. Mais comme je disais, sur un fonds monétaire, le gérant il sert à rien. Déjà qu'ils sont pas très bons sur les fonds euros, mais alors sur les fonds monétaires, qu'est-ce qu'on a besoin d'un gérant? On travaille sur un ETF directement. Première stratégie, du coup, à choisir, on préfère l'ETF du coup. Exactement, on préfère l'ETF. Mais je voulais juste faire cette distinction parce que t'as un peu un abus de langage entre fonds et ETF. C'est grosso modo la même chose, c'est juste qu'un peu la distinction. En fait, le fonds, c'est juste que t'as un support avec un gérant, c'est censé être un peu plus gros, plus staffé, alors que l'ETF, ça fonctionne quasiment tout seul. En fait, l'ETF, en théorie, c'est un programme informatique, tu vois. Alors que le fonds, t'as soi-disant des gens à payer derrière, c'est ça un peu la différence. Et t'as des exemples de fonds, de fonds ou de TF du coup à nous donner, histoire qu'on... Oui, tout à fait. On situe un peu. Si vous voulez vous-même chercher, parce que là, à partir du moment où je vais expliquer ça, on va vous dire qu'après, c'était finalement assez simple d'ouvrir un compte type et de les acheter. Vous avez tous les grands noms européens qui émettent des fonds, là je parle bien des fonds monétaires euros, parce que vous avez dollars aussi, mais bon, pour l'instant on va rester sur les euros. Donc vous avez Elixor, vous avez Amundi, vous avez
même BlackRock aussi, qui j'allais a un dire fonds. BlackRock, c'est un fonds. Après, eux, ils sont surtout sur le marché américain, mais ils ont aussi un fonds monétaire euro. Et pour les trouver, c'est très simple. Vous tapez fonds monétaire euro sur Google et vous avez les listes qui apparaissent. Et vous regardez celui avec les frais le moins cher, le plus simple. Et après, vous avez même le code ISIN. Donc le code ISIN, c'est simplement un peu comme la plaque d'immatriculation du fonds que vous pouvez mettre rechercher dans votre courtier pour le trouver rapidement. Et du coup, imaginons Madame Michu, elle a des sous à placer. Pourquoi est-ce que, son banquier, il lui proposera naturellement de mettre sur des fonds ou c'est pas trop la stratégie de la banque? Alors absolument jamais. Voilà, j'allais dire. Parce qu'il faut bien Je me dis, savoir. mais c'est bizarre, on m'a jamais proposé de mettre de la thune là-dessus. Parce que l'épisode qu'on vous fait aujourd'hui, il fait un petit peu écho à l'épisode qu'on vous avait fait. La banque vous pique votre argent. C'est juste que on pouvait pas expliquer tout ça dans l'autre épisode parce qu'on serait sorti un petit peu de l'objet et puis il aurait été beaucoup trop long. Mais effectivement, la banque ne va jamais vous proposer. Moi, ça peut m'arriver sur quelques clients vraiment VIP, quand on est sur des montants de plusieurs millions d'euros, ça peut m'arriver de proposer du fonds monétaire aux clients. Mais sinon, la banque va jamais vous le proposer parce qu'en fait, la banque gagne pas grand chose dessus. En soi, elle va juste gagner des frais de transaction. Parce que c'est pas elle qui place l'argent, en fait. Elle ne fait que prendre votre argent pour le mettre dans le fonds. Elle va juste prendre quelques frais de transaction. Ça l'intéresse pas. La banque, ce qu'elle veut, c'est collecter votre argent, dans ses comptes à elle, pour que elle, par exemple, elle puisse vous donner un taux d'intérêt, donc soit 0 si c'est sur votre compte à vue, soit elle vous rémunère un DAT, un livret, quelque chose comme ça. Et elle va le placer à la banque centrale et prendre la différence de taux. Donc vous voyez toujours que la banque, elle veut pas vous le proposer volontairement. Mais c'est très simple, vous demandez à votre banque de vous ouvrir un compte titre et vous recherchez le code ISIN d'un ETF monétaire et c'est réglé. Ok, je pensais pas que c'était aussi simple. Ah si, c'est très très simple. Et pourquoi vous devez le faire, c'est que quand vous laissez de l'argent sur votre compte, vous faites en soi de la négligence sur la valeur de votre argent. Parce que vous savez, on dit toujours que si vous aviez un euro, alors bon, ça marche pas très bien parce que l'euro n'existait pas il y a un siècle, mais souvent on prend l'exemple sur le dollar, on disait que si vous aviez $1 il y a un siècle, il aurait perdu 95% de sa valeur. Alors ça c'est vrai, si vous aviez laissé le dollar dormir sur votre matelas ou si vous l'aviez laissé sur votre compte bancaire et que c'était votre banquier qui en avait profité, mais si vous placez en soi la valeur entre votre épargne financière sur un ETF monétaire rémunéré au taux de la banque centrale, en réalité, au fur et à mesure des années, vous profitez de la bonification des taux d'intérêt des banques centrales et vous faites grossir votre épargne. Donc en soi, vous vous protégez de l'inflation de cette manière-là. Donc en fait, se rémunérer auprès de la banque centrale, c'est se protéger de l'inflation. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont directement liés à l'inflation. On augmente les taux d'intérêt quand l'inflation augmente. Donc on voit bien que dès que l'inflation va monter, les taux d'intérêt vont monter. Ensuite, d'abord l'inflation descend et après les taux baissent. Donc en soi, on a quasiment toujours autant de rendement. Le rendement qu'on a du taux de la banque centrale vient quasiment à chaque fois compenser l'inflation. Dans une économie qui est bien gérée, bien évidemment. Mais bon, ce qui est là dans notre cas actuellement, la banque centrale, elle fait ce qui était un petit peu logique. Donc pour l'instant, c'est le cas. Donc, parce que c'est quand même compliqué ce que tu expliques, du coup, ce qui est vraiment intéressant sur cette stratégie de placement, c'est justement de placer ses sous au niveau de la banque centrale, ce qui est possible. Par le biais de l'ETF monétaire, qui est aussi simple que d'ouvrir un compte titre dans sa banque directement. Et en fait, en faisant ça, vous prenez 4% de rémunération. Et pourquoi on en parle, c'est qu'il faut le mettre en opposition directe avec l'assurance vie. Eh bien, voilà, j'allais te dire. Parce que pourquoi ça rapporte plus et l'assurance vie, ça rapporte moins du coup. Exactement, parce qu'en fait, dans l'assurance vie, là j'ai cherché le taux pour l'année 2023, le taux moyen c'était 2,5% de rendement en dehors des bonus. Donc vous voyez, 4% à la banque centrale, 2,5% dans vos assureurs. Oui, mais encore, là, comme tu expliquais dans l'autre épisode qu'on vous invite à écouter d'ailleurs, c'est qu'en fait, ça rapporte 2%, mais c'est avant que tout le monde se soit rémunéré. Donc au final, sur tes 2% d'assurance vie, il te reste pas grand-chose à la fin. Quasiment. Oui, en plus, c'est 2% avant les frais de gestion. Avant les frais intermédiaires. Après, attention, quand on dit 2,5%, ça dépend des assureurs. Grosso modo, vous avez gagné entre 2 et 3% net de frais de gestion sur votre assurance vie en 2023. Donc effectivement, ça fait vraiment pas beaucoup quand à côté, vous pouviez gagner 4% à la Banque centrale. Mais maintenant, ce qui est intéressant de se poser la question, c'est pourquoi cette différence ? Sachant que cette différence, elle n'est pas que expliquée par ce que mettent dans la poche les assureurs. C'est aussi que l'assurance vie, aujourd'hui en France, les assureurs, ils détiennent majoritairement des obligations sur une maturité d'environ 7 ans et des obligations immobilières.
Donc on voit bien qu'ils ont des obligations à 7 ans. Donc ils ont acheté il y a 7 ans plein d'obligations. C'est ça, de la dette. Après c'est un roulement, mais bon, ils ont acheté de la dette quelques années en arrière qui était beaucoup moins rémunérée que les taux d'aujourd'hui. Donc en théorie, avant que ces obligations arrivent à échéance, ils peuvent pas encore leur portefeuille obligataire ne leur rapporte pas 4%, il rapporte moins. Donc déjà là, ils sont capés sur ce qu'ils vont pouvoir vous donner de plus. Et en plus, les bonus, chaque année, il faut savoir que les assureurs, sur les bénéfices qu'ils font de la gestion de leur portefeuille obligataire, ils en mettent une petite partie de côté qui leur fait un peu un fonds de roulement, on appelle ça les réserves de l'assureur. Donc d'un côté, ça fait des réserves pour rassurer les gens qui ont des parts, qui ont de l'argent investi chez l'assureur. Et en même temps, ça leur permet de réinvestir dans des classes d'actifs un peu plus qui rapportent un peu plus, notamment des créances immobilières. Donc en fait, ils vont prêter de l'argent à des SCPI tout simplement. Ces SCPI sont majoritairement exposés sur de l'immobilier commercial. Et là, je pense que vous en avez tous entendu parler, l'immobilier commercial se casse la gueule depuis la remontée des taux d'intérêt. Donc vous voyez que vos assureurs qui peinaient un petit peu à vous rémunérer plus de 2% quand les taux étaient bas, là maintenant que les taux ont monté, péniblement, ils vous rémunèrent 2,5. Pourquoi ? Parce que leur portefeuille d'obligations, il est encore capé sur les anciens taux et pas sur les nouveaux taux qui ont monté. Et parce qu'en plus, ils ont des créances obligataires dont la valeur a baissé parce que le marché de l'immobilier commercial se porte pas très bien. Donc, ça veut pas dire que vos assureurs vont faire faillite, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire ici. C'était juste un mauvais investissement. Il y a plein de gens sur Internet qui le disent. Moi, honnêtement, je vois pas demain les assureurs faire faillite. L'État trouvera toujours. Ils sont trop solides. C'est pas une question qu'ils sont trop solides, c'est-à-dire que l'État préférera utiliser la planche à billets plutôt que de voir le système bancaire et le système financier tomber par terre. Donc, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que vos assureurs ne peuvent pas vous rémunérer plus que 2,5. Et pourtant, si on regarde les montants en France et si on regarde la classe moyenne, elle investit sur des contrats d'assurance vie. La classe aisée d'ailleurs, quand on dit la classe moyenne, ça représente même, par exemple, mes clients banques privées, ils sont aussi concernés. Ils investissent sur des assurances vie, ils prennent que 2,5 de rendement, alors que si simplement ils avaient acheté un ETF monétaire, ils auraient gagné 4. Sachant qu'en plus, en termes de risque, l'ETF monétaire, il gagne 4 sans risque. Parce qu'encore une fois, c'est des obligations à court terme auprès de la banque centrale. Alors que chez l'assureur, en soi, ils prennent un petit peu le risque de faillite de l'assureur sur sa mauvaise gestion de son propre portefeuille. Donc, vous voyez qu'en plus, normalement, en économie et en finance, on dit toujours que le taux de rendement est corrélé au risque. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Si on parle purement d'un point de vue du risque, vous êtes plus à risque chez un assureur qu'auprès de la banque centrale, et pourtant là aujourd'hui vous gagnez beaucoup plus auprès de la banque centrale. Oui, j'allais dire du coup, en fait on ne peut pas faire faillite sur les fonds. Ils font pas faillite quasiment en tout cas votre argent est protégé parce qu'elle la banque centrale la récupère. Oui, non, mais même parce qu'en théorie économique, une banque centrale peut pas faire faillite. Ouais. En fait, si vous voulez, le risque, il y a toujours un risque en économie. Le risque que vous avez à la banque centrale, c'est que l'euro tombe. Ça n'arrive jamais, ça. Pour l'instant, non. Après, maintenant, si vous êtes en train de vous dire, il faut que je m'assure contre l'effondrement de l'euro, vous achetez de l'or, vous achetez des dollars, mais on en parlera un peu à la fin de l'épisode, mais on sort de simplement ce qu'on est en train d'expliquer ici, de, en fait, opposer la rémunération de 2,5 que vous pouvez avoir chez votre assureur en prenant plus le risque de l'assureur, vs 4% que vous pouvez avoir uniquement en achetant un ETF monétaire. Et sachant que 4% aujourd'hui, souvent, moi je le vois en tant que banquier, rien que quand on propose à un client d'investir sur un compte titre ou sur un PEA, souvent on lui dit oui, il faut aller chercher du 5 sur les actions, etc. En soi, si on va chercher sur les actions, on est plutôt proche de 8, voire 10, si on regarde le S&P 500 sur les 20 dernières années. Mais pour autant, avec les frais, etc., en général, ils s'en sortent à 5. Mais là, ça veut dire que vous pouvez gagner 4 sans risque, alors que vous prenez, pour essayer de gagner entre 5 ou 10, vous prenez quand même des gros risques sur le marché action. Donc tu vois toujours cette notion de risque et cette notion de rendement. Donc en fait, les gens investissent majoritairement sur les contrats d'assurance vie parce qu'en fait on les encourage. Puis encore, oui, j'allais dire encore une fois, c'est plus facile. Le banquier vous dit ça va être super, vous allez le voir. Il le fait pour vous exactement. Alors que le fonds monétaire, là pour le coup, c'est vous qui devez être proactif. Mais ça, on l'a dit plein de fois ici. En réalité, quand ça concerne votre épargne, il faut que ce soit vous qui agissiez. Vous pouvez pas laisser les autres agir, et particulièrement si vous ne les payez pas pour le faire, et notamment votre banquier en soi vous le payez pas. C'est lui qui vient vous proposer des investissements, qui va se rémunérer sur les investissements qu'il vous propose de faire. Donc c'est normal qu'il va pas vous proposer le meilleur choix pour vous. Oui. Mais il est parce que ça sera pas le meilleur choix pour lui. Bah oui, exactement.
exactement. Sachant qu'en plus, et ça je pense que c'est un peu le système français, il faut savoir que la France aujourd'hui, elle a une dette qui est énorme. Alors je sais plus, on est à 110, 111% du PIB, peu importe. On a un déficit, je crois qu'on est à 3,9 pour l'année 2023 et on sera à 4 je crois pour l'année 2024. Donc c'est ultra énorme. Important. C'est énorme. En plus, quand on regarde la part de détention de la dette de la France, la détention dans les étrangers baisse. C'est le mec qui a 116 000 euros de retraite par an, là, qui nous coûte cher. qui nous fait plomber la dette. Par exemple. Non, mais c'est surtout que... les investisseurs étrangers se cassent, en fait, tout simplement. Et on le voit, sur une dizaine d'années, je sais plus, ça baisse d'une petite dizaine de pourcents, la détention de la dette, je sais plus, je crois qu'on était à 60% ou 70% il y a une dizaine d'années qui étaient détenus par des investisseurs étrangers, là on est redescendu entre 50 et 60. Donc on voit quand même qu'il y a de moins en moins d'étrangers qui détiennent de la dette française, il faut bien que quelqu'un la détienne in fine. Oui, et c'est qui du coup qui la détient si c'est pas eux? Les Français par le biais de leurs assurances vie. Et par le biais des fonds en euros. Pourquoi ? Parce que dans les réglementations, l'État oblige les assureurs à détenir aussi beaucoup de dettes de l'État à 5, 7, 8, voire 10 ans. C'est super fourbe, je trouve, parce que tout le monde, c'est pas présenté comme ça sur le papier en fait. Mais attends, on va au-delà de la fourberie. Dernière étape, c'est-à-dire que ça, il te l'explique pas. Enfin, tu peux le trouver, l'information. C'est pas secret, tu vois, c'est pas un complot. Mais je veux dire, il te le dit pas. Ouais. Mais en revanche, il te met un avantage fiscal sur ton assurance vie pour être sûr que tu y ailles. Et en plus, un avantage fiscal, franchement, entre nous, il est tout pourri. L'avantage fiscal de l'assurance vie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, vous détenez une assurance vie depuis plus de 8 ans, vous avez un abattement si vous faites des retraits, donc c'est-à-dire que quand vous faites des retraits, vous retirez toujours une part de capital, une part d'intérêt en proportion de ce que vous avez mis dedans, et vous avez 4 600 € par personne dans un foyer fiscal, pour monsieur et 4 600 pour madame, qui sont exonérés. Donc c'est intéressant. Et encore, ça c'est uniquement sur ton impôt sur le revenu. Ça touche pas tes prélèvements sociaux que en plus tu as déjà payé sur ton fonds en euros et que tu paieras au moment de la sortie sur tes fonds en unité de compte. Et en fait, c'est toujours ce qu'on dit, c'est que le français, à partir du moment où tu lui dis qu'il y a un avantage fiscal, il va se jeter par la fenêtre. Oui. En même temps, on est tellement fiscalisé que... Oui, mais le problème, c'est que c'est un problème de conception et de mindset. C'est que il faut pas chercher le meilleur avantage fiscal, il faut chercher le meilleur rendement. Puis on vous l'a déjà dit, tout ce que l'État vous offre, généralement, ça pue quand même. Ouais, c'est toujours des cadeaux empoisonnés, c'est toujours le cas. Ça. Et l'assurance vie, pour le coup, c'est un vrai cadeau empoisonné. Ça, on l'a déjà dit, mais je le redis encore ici, l'assurance vie n'est utile que si vous avez moins de 70 ans, et je pense au moins plus de 60 ans, vous voulez commencer à organiser votre succession, et effectivement, dans le cadre de la succession, l'assurance vie, ça c'est le vrai avantage fiscal de l'assurance vie, pour le coup, il existe. Maintenant, si c'est dans une logique de vous faire une épargne, de capitaliser, c'est un très mauvais outil, où beaucoup de gens vont se rémunérer sur votre dos et vous n'allez pas gagner grand chose. Et le problème, c'est que à partir du moment où on dit que l'assurance vie c'est pas intéressant, c'est facile, hein. Il y a beaucoup de gens sur internet qui vous disent que l'assurance vie c'est pas intéressant. Mais après, vous faites quoi ? Vous laissez l'argent sur votre compte ? Non, si vous laissez l'argent sur votre compte, c'est pas intéressant. C'est pas un investissement de mettre l'argent sur son compte et de pas y toucher. Il faut quand même toujours l'investir, toujours faire tourner le cash. Et là, vous pouvez faire tourner le cash simplement avec un ETF monétaire. Sachant qu'effectivement, vous allez me dire, oui, mais c'était pas le cas en 2020. Moi, je suis d'accord, c'était pas le cas en 2020, les taux étaient à zéro, un ETF monétaire, le rendement était négatif. On est d'accord. Non, mais on s'adapte, en fait. Exactement. Non, mais t'as très bien raison de le dire, on s'adapte. Quand les taux étaient à zéro, mais on trouvait d'autres solutions, et de toute façon, quand les taux étaient à zéro, vous étiez à 1% sur vos prêts immobiliers. Donc, l'un dans l'autre, quand on était investisseur, on était gagnant. Maintenant que les taux ont monté, vous empruntez à 4. Ouais, ok, on emprunte à 4, mais l'avantage, c'est que le cash qui dort sur votre compte, vous le mettez sur votre ETF monétaire. Après, tu vois, ça, je pense qu'il faut quand même aller au bout du raisonnement. L'ETF monétaire, fiscalité. Donc, 30% de fiscalité. Ouais. Donc, le flat tax classique, ouais. Comme quand vous investissez sur n'importe quel produit financier. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas beaucoup d'épargne, actuellement, ça reste quand même plus intéressant de mettre l'argent sur un livret A ou sur un LDD. Pourquoi ? Parce que vous serez à 3% sans impôt. Et que 3% sans impôt, c'est mieux que 4% avec 30% de flat tax. Donc, tu vois, ça aussi, faut lire jusqu'au bout. Si vous avez, on va dire, moins de... allez, tu mets le LDD plus le livret A, ça te fait à peu près 30 000 balles. Si vous avez moins de 30 000 balles de côté, l'ETF monétaire est pas encore pour l'instant, parce qu'encore si dans un an il nous baisse le livret A ou le LDD à 2% et que le fonds monétaire est toujours à 4%,
le fonds monétaire sera le plus intéressant à ce moment-là. Mais là, à l'instant T, début 2024, si vous avez 30 000 balles, vous les mettez LDD et livret A, tout ce que vous avez au-dessus, fonds monétaire sur le compte titre. Et sachant qu'encore une fois, vous n'êtes pas bloqué. C'est vous-même qui passez l'ordre sur votre compte titre, sachant que vente des parts d'un ETF. Facile, hein. Oui, vente des parts d'un ETF, vous passez l'opération ce soir, demain matin c'est sur votre compte. Donc franchement, en termes de disponibilité du cash, etc., c'est magnifique. Ça permet un peu de décentraliser du coup l'argent, c'est-à-dire débancariser. Plutôt. Ouais, débancariser. Ça. Eh oui, parce qu'effectivement, on se coupe un petit peu de la banque et on se protège un petit peu de qu'est-ce qu'elle peut faire comme connerie avec votre cash. Et tout à l'heure, je parlais justement la boom anecdote où l'État avait fait un virement directement sur le compte d'un client. Bah, vous avez des parts d'ETF, il peut pas le faire. C'est vrai, sur le compte titre, il peut pas non, prendre. Après bon, il peut toujours saisir d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais je sais pas, maintenant, allez, tu ouvres un compte chez N26, c'est une banque allemande. Tu ouvres un compte titre chez eux, tu prends des parts d'un ETF. Franchement, avant que la France vienne les récupérer, il va se passer du temps. Et si tu pousses le vice encore plus loin, que tu ouvres un compte dans une banque en dehors de la zone euro et que tu achètes des parts d'ETF, mais là, avant qu'ils viennent te les récupérer. Et du coup, comment est-ce que toi, tu choisirais ton ETF ou ton fonds monétaire ? Parce qu'en vrai, je sais qu'il y a des fonds monétaires qui sont basés sur les nouvelles technologies, la blockchain, etc. Non, pas du tout. Non, même pas ? Non, en fait, le fonds monétaire, c'est uniquement les taux à court terme à la Banque centrale. Il n'y a rien d'autre dedans. Maintenant, si tu as autre chose dans ton fonds monétaire, c'est que c'est plus un fonds monétaire, c'est un fonds diversifié. Ah d'accord, ok. Et sur les fonds diversifiés, effectivement, tu peux avoir des valeurs actions, tu peux avoir des obligations à plus long terme. Ça, c'est encore un autre type de fonds dont on parlera pas ici parce que ça sort du sujet. Non, moi je parle uniquement des fonds monétaires. Tu as 100% de ton investissement qui est mis sur la Banque centrale sur des obligations à 3 mois qui est rémunéré au taux directeur. Tout à l'heure, tu disais du coup que les investisseurs étrangers surtout détenaient de moins en moins de dettes. Française, pourquoi est-ce qu'ils se désengagent comme ça ? C'est en lien un peu avec l'actualité aussi, non ? En fait, ils préfèrent aujourd'hui avoir de la dette à court terme rémunérée à 4 que d'aller chercher de la dette à plus long terme rémunérée à 3, parce qu'en fait, ils se sont bien rendus compte que, en tout cas dans les perspectives économiques actuelles, la France, elle a plus ou moins 0% de croissance. Combien ? 0% de croissance, net d'inflation. Alors bon, ils peuvent vous maquiller les chiffres comme vous voulez, on gagne rien. On te voit. Non, mais il suffit de regarder le PIB en 2019, il était plus élevé qu'aujourd'hui. On produit, c'est pas qu'on produit plus rien, mais en tout cas, il n'y a pas de croissance de l'économie actuellement. En revanche, tu as de l'inflation. Et c'est pour ça que, plus ou moins, quand tu te dis que la France, actuellement, son taux d'emprunt à 10 ans, c'est entre 2,5 et 3%, tu prends 0% de croissance et tu ajoutes 2,5 à 3% d'inflation. Donc en gros, acheter de la dette à 10 ans de la France, c'est simplement stocker de l'euro qui est censé ne pas perdre de valeur à 10 ans. Mais quand tu regardes les taux directeurs aujourd'hui, il vaut mieux placer son cash à court terme. C'est pour ça que les investisseurs achètent moins de dettes de la France à long terme. C'est vrai qu'au final, faut toujours aller là où il y a le plus de rendement. Quitte à se tenir au courant et changer de... Mais c'est comme ça que tu es un investisseur malin en recherchant toujours la meilleure optimisation de ton capital, de ton patrimoine. C'est comme ça que tu te protèges, entre guillemets, et que tu fais grossir ton patrimoine par rapport à quelqu'un qui aurait pas pris les mêmes décisions. Et en plus, si jamais la situation évolue, tu te protèges. Parce que bon, j'en ai parlé rapidement au milieu de l'épisode, mais effectivement, si demain il y a plus d'euros, tu fais quoi ? La logique qu'on a sur les fonds monétaires euros, vous pouvez avoir la même sur les fonds monétaires américains. Et alors là, c'est pas le même rendement. C'est pas le même rendement, non, là actuellement sur les fonds monétaires américains, alors le taux directeur de la Fed, on est à 5%. Okay. Sachant qu'on peut trouver de la dette à 3 mois aux États-Unis qui est entre 6 et 7%. Et là, ça devient intéressant. Ouais, parce que si tu as quand même pas mal de thunes à placer, au final, rémunérer, rien que 50K, rémunérer à 7... Je dirais que ton seul risque, c'est toujours pareil, c'est que dès que tu te diversifies en termes de devises, tu prends ton risque de change. Donc ça veut dire si demain le dollar américain baisse par rapport à l'euro, ça va te manger une partie de ton bénéfice. Par contre, on va pas se mentir, je pense pas que le dollar va baisser de plus de 5% par an par rapport à l'euro. Attention, il y a de la volatilité, mais je veux dire, si on prend une tendance long terme sur 5 ans, le dollar il va pas baisser de 25% par rapport à l'euro. Donc même en contexte un peu économique tendu par là, tu vois, il y a Israël et tout ça me joue quand même pas mal, tu vois. Oui, ça peut, mais je veux dire, c'est toujours pareil à ce moment-là. Si ta crainte c'est les tensions économiques, parce qu'effectivement on enregistre ça le dimanche, on est le lendemain de l'attaque de l'Iran vers Israël, on verra où se mène cette histoire. Mais je veux dire, si effectivement maintenant ton risque c'est l'actualité internationale, à ce moment-là, faut prendre de l'or.
Bah c'est vrai, comment ça se déprécie pas, l'or quasiment pas. Justement, c'est plutôt considéré comme la valeur refuge. En soi, quand tu as des risques géopolitiques ou économiques, l'or est censé attirer les investisseurs. Et en tout cas, la logique, c'est de se dire, bon, mais voilà, demain, il y a plus rien. Normalement, avec de l'or, tu peux toujours payer. Ok, ouais. Donc, t'as toujours des logiques comme ça. Donc, quand tu commences à être sur un patrimoine plus important, tu viens te poser ce type de questions. Mais là, si par exemple, on s'adresse plus ou moins à des investisseurs qui viennent de commencer, bon, déjà, Fonds monétaire euro, ils ont déjà une longueur d'avance sur 95% de la population française. Ils sont déjà beaucoup mieux éduqués d'un point de vue financier que 99% des gens. Donc, c'est très bien. Maintenant, si c'est des patrimoines importants, si effectivement vous écoutez ce podcast et que votre patrimoine net, il est aux alentours du million d'euros, vous pouvez commencer à vous poser la question des fonds monétaires américains, à d'avoir un peu d'or, etc. Mais je pense qu'il faut faire attention de pas, tu sais, dans quel ordre tu mets les wagons derrière la locomotive. Ah oui, c'est peut-être pas le premier truc. Si ton patrimoine net, c'est 20 000 euros, te pose pas la question d'acheter de l'or. Oui. C'est pas le moment. Parce que si t'as 20 000 euros et que demain l'économie s'effondre, dans tous les cas, ça changera pas grand chose. Rien qu'au niveau de la logique de réflexion et pour votre propre connaissance personnelle et de comment on peut dire ça. Tu sais, de pas croire à ce que les médias disent et justement se former par soi-même, avoir de la connaissance financière, c'est un atout énorme parce que même si par exemple, nous c'est le cas, on n'a pas de fonds monétaires pour l'instant. Soit moi que je le sache pas. Non, parce qu'en fait, voilà. C'est pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, nos liquidités, elles sont soit déjà investies, oui. donc dans des actions, dans des crypto-monnaies, dans de l'immobilier, et le peu de cash qu'on a actuellement dispo, il est sur des livrets où on attend pour les prochaines OP. Oui, et puis surtout non, mais même pour les prochaines OP, on pourrait les mettre sur un fonds monétaire. Oui, c'est vrai, en plus. Et pour l'instant, nos livrets A, nos LDD, ils sont pas pleins, donc autant qu'on les garde. Voilà. Mais effectivement, si maintenant demain tu me donnes 100 000 balles, bien sûr que je vais en mettre une partie. En fait, je vais blinder les livrets A, les LDD, tant qu'ils sont à 3%. S'ils baissent, je change de stratégie. En revanche, je mettrai le reste sur des fonds monétaires. Oui, et en fait, c'est super indépendant d'avoir sa vision stratégique. C'est super important d'avoir une vision indépendante, stratégique et de vraiment avoir ses propres connaissances là-dessus. Tu t'es formé comment là-dessus? Bon, outre le fait que t'es banquier, ça aide. Mais attention, parce que là aussi, en interne, ils doivent faire des formations mais ça fait partie des mythes à casser. Les banquiers, enfin en tout cas, sauf si vous prenez la salle des marchés de la BNP, je veux dire, quand vous prenez, je sais pas, moi je suis dans une caisse régionale, ce que je suis en train d'expliquer là, sur 2700 salariés. Ouais, ils pipent rien, je pense. Non, mais je sais pas, t'en as peut-être une centaine, voire 200 qui sauraient l'expliquer, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est vrai? Oui, mais ça fait 10% des effectifs, c'est-à-dire que t'as un mec sur 10 qui bosse. C'est pas beaucoup quand même. Ah oui, non mais par contre c'est pas beaucoup parce qu'en fait le problème c'est que l'accent est pas mis dessus. Déjà, faut voir qu'on ne recrute pas des profils qui ont fait des études de finance ou d'économie et que la logique c'est la logique c'est commercial, tu vois. Donc on leur apprend les 7 démarches de Crésus pour savoir comment vendre je ne sais quelle babiole, mais on va pas t'apprendre le fonctionnement des fonds monétaires parce qu'en fait c'est pas encouragé par la banque. Ouais. Moi, je suis encore resté sur le cul à une réunion la dernière fois où en fait, ils nous ont annoncé qu'on avait des ETF qui étaient dispo dans les assurances vie. Et alors d'un coup, je me suis retrouvé comme un con. Je me suis dit, putain, moi qui parle d'ETF toute la journée, comment ça, on a des ETF dans les assurances vie? Ah oui, c'est disponible depuis 3 mois, mais on en a pas beaucoup parlé parce que vous comprenez bien, on gagne moins d'argent sur les ETF. Je te jure, c'est ce que nous et celui-là, celui qui nous a dit ça, c'est un mec de Paris, tu vois. Oui, en plus, c'est un de ceux qui a participé à les ajouter. Il nous a dit oui parce que maintenant on a des jeunes, on se rend bien compte que pour les jeunes nos assurances vie elles sont pas intéressantes. Ouais. Sans déconner. Ouais. Peut-être ils ont écouté un podcast, tu vois. Ou que... Je sais pas. Mais c'est certain que si tu restes simplement sur ce que te propose la banque, la banque elle est pas faite pour développer ton patrimoine. Au mieux, elle peut te permettre de pas trop déprécier ton patrimoine. Et sinon, faire du crédit. Moi, encore une fois, on en revient à des conclusions. On en parle quasiment à chaque épisode, mais faites pas de confiance aux autres pour votre thune. Vraiment. Oui, complètement. Non, et puis c'est toujours pareil. C'est quand on dit toujours de s'éduquer. Tu vois, ça oui, c'est un terme. Là, en ce moment, sur Internet, tu le vois partout. Bon, ça fait un moment que tu le vois, hein, mais partout, éduquez-vous, nanana. L'éducation, c'est ce qui vaut cher, etc. En fait, faut pas s'éduquer pour s'éduquer. Il faut voir sur quel sujet tu t'éduques. Et je pense que des petits tips comme ça, simplement savoir le fonds monétaire, pourquoi c'est intéressant. Après, pareil, hein, là je vous ai expliqué parce que c'est un podcast, faut le rendre un peu accessible et puis faut qu'un peu on ait une histoire à raconter. Si vous n'êtes pas capable de réexpliquer ce que j'ai essayé, en tout cas de vous expliquer ici, c'est pas grave.
tant que vous savez seulement que le rendement des fonds monétaires, faut regarder à combien il est par rapport au taux de la Banque centrale, et si c'est mieux que ce que vous pouvez avoir d'autre, bah allez-y, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a un autre axe que tu veux aborder là-dessus. Non, je pense qu'on arrive petit à petit au bout. Après, t'as peut-être des grandes notions, c'est qu'on pourra probablement dire en fin d'épisode. C'est notamment, on a parlé d'obligations tout à l'heure. Toujours pareil, la valeur d'une obligation est inversement corrélée à l'augmentation des taux. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez une obligation à 1, si le taux passe à 2, votre obligation à 1 va baisser. Et à l'inverse, si vous avez une obligation à 4, que les taux sont à 4 et qu'après les taux sont à 3, ben votre obligation à 4, elle va monter parce que les taux passeront à 3. Super dur de savoir en plus parce que on a quand même depuis 2020, ça a quand même vachement bougé les taux. Oui, donc, final, et c'est pour ça qu'on a eu une baisse de 40% du marché obligataire français. Pourquoi ? Parce que vous aviez tous les taux qui étaient à 1% et qu'on est passé à 4% depuis. Donc en fait, il vaut mieux acheter des obligations quand elles sont super hautes, non ? Oui, mais ça dépend ce que tu achètes comme obligation. Là, par exemple, sur le marché des entreprises, je pense que tu peux acheter des obligations bien notées. Oui, parce que c'est haut en ce moment en plus pour les entreprises. Ouais, tu peux avoir des obligations, alors je voudrais pas te dire de bêtises, mais sur du total, je pense que tu dois pouvoir avoir du 4% actuellement. Après, peut-être un peu moins, parce que c'est une entreprise qui est très demandée, et ça permet aussi de s'exposer au marché du pétrole et compagnie, mais je veux dire, les entreprises très bien notées, tu vas avoir des taux à 10 ans qui vont vraiment être intéressants. Maintenant, si tu vas sur des entreprises un tout petit peu moins bien notées, tu peux même avoir du 6, du 8%. Tu vois, par exemple, pour les clients gestion de fortune, qui ont des mandats obligataires à plus de 5 millions d'euros, sur du marché obligataire, donc sur du risque quand même ultra limité, on arrive à le sortir du 5 à 6% net. Ce qui est pas dégueu. Ouais. Ce qui est vraiment pas dégueu. Donc tu vois, ça dépend. Mais t'imagines 5 millions de cash, donc ça s'adresse à des clients qui ont entre au moins 20 et jusqu'à 100 millions d'euros de patrimoine, quoi. Donc tu t'es dans le 0,00001% des Français, quoi. Et juste parce que là, du coup, on parle un peu de stratégie personnelle en termes de finances. Est-ce que d'un point de vue entreprise, par exemple, je pense aux indépendants qui nous suivent et qui ont de la thune, surtout sur les comptes entreprises, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Absolument. Ah oui, si vous avez justement une entreprise... Parce que moi, j'en ai des clients qui ont vraiment beaucoup de sous, qui dorment sur des DAT et tout. Enfin, non, mais tu veux... Regarde, là, tout à l'heure, on parlait des arnaques de l'État. Il y en a une nouvelle. Ouais. Sur une entreprise, donc sur une personne morale, que ce soit une vraie entreprise ou une SCI, c'est exactement pareil. Tu peux faire... Alors, c'est pas de l'assurance vie, ça s'appelle pas comme ça s'appelle du contrat de capitalisation. Ouais. Parce qu'en fait, t'as pas les règles de succession, successorale et civile de l'assurance vie dans une personne morale, vu que la personne morale peut pas mourir en théorie, alors que l'assurance vie, normalement, c'est justement en lien avec la mort de la personne. Donc ça s'appelle un contrat de capitalisation. Ça fonctionne exactement pareil en termes de fonds en euros, d'unités de compte, de fiscalité immédiate. C'est que la fiscalité de la transmission qui est pas la même parce que tu es dans une personne morale. Tu peux l'ouvrir sur n'importe quelle personne morale. Donc, tu peux aller acheter de la dette française qui va te rémunérer que 2,5 en 2023. Ça, tu peux le faire sur n'importe quelle personne morale. Ouvrir un compte titre, acheter du fonds monétaire rémunéré à 4%. Tu peux le faire que si tu as un LEI. Tu sais le fameux LEI dont je te parle souvent là. Ouais. Le LEI, c'est un code qu'ils ont rajouté en 2016, je pense, pour toutes les personnes morales qui les oblige à prendre un code pour s'immatriculer auprès de l'INSEE. Toujours dans la même chose. J'ai eu un doute de ce que tu me parlais. Oui, maintenant c'est bon. C'est toujours pareil. C'est le code auprès de l'INSEE pour soi-disant contrôler les transactions financières des sociétés. MDR. Le problème, c'est qu'en fait, tu prends n'importe qui. Honnêtement, t'as des experts comptables à qui j'apprends. Mais je savais pas, avant que tu m'en parles, je savais pas. Mais en fait, personne ne le sait. Et le problème, c'est que si t'as pas ton code LEI, ton banquier, il pourra pas t'ouvrir ton compte titre. Donc en fait, t'as plein de gens qui ont des sociétés qui ont plein d'argent sur le compte, pas rémunéré, où la banque elle prend. Il faut savoir que l'argent sur les comptes bancaires que la banque dépose auprès de la banque centrale et sur rémunère, ça représente 40 milliards d'euros par an quand même. Et du coup, t'as plein de sociétés qui ont beaucoup de cash sur le compte et qui ne peuvent pas le rémunérer en fonds monétaires parce qu'ils n'ont pas ce fameux code LEI. Ah, mais c'est fou ça. Et si vous voulez savoir comment avoir un LEI, vous tapez LEI sur internet. Mais encore une fois, c'est une usine à gaz de l'État ce truc. Le LEI, c'est un code que vous devez obtenir en ligne. Ça vous prend 3 jours parce qu'en fait c'est un truc fait par l'État. En fait tu cliques, tu dois attendre le lendemain pour recevoir ton code. Tu recevras par mail bien évidemment, mais tu dois attendre le lendemain. Tu dois le revalider. Tu dois encore attendre 24 heures avant d'avoir ton code. Et encore une fois, ça ne sert à rien à part du contrôle. Et c'est surtout que ça te fait du contrôle et de la barrière.
parce qu'encore une fois, mais par contre, tu peux aller chercher du contrat de capitalisation et financer les assureurs et financer la dette de l'État. Par contre, t'auras 2,5 et t'auras pas du 4, quoi. Le 4, il faut le coder lui. De toute façon, vous allez faire. Je pense que les gens qui ont déjà un petit peu investi le voient, mais dès qu'il faut faire quelque chose d'administratif, c'est tellement galère que c'est fait pour vous décourager à chaque fois. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, oui, complètement. Ouais, ça, c'est terrible. Par exemple, ton client là que tu disais, il fait pas de la R&D lui en plus. Hein, il a une start-up en plus. Si, il faisait de la R&D, celui dont je parlais, c'est ça. Qui a eu un problème avec la répression des fraudes, ouais. Lui, il a pas de placement, je suppose, en fonds monétaires sur ses sociétés. Non, il a des... Alors que c'est quelqu'un quand même vachement au courant, je trouve. Il a des dépôts à terme, mais qui sont rémunérés 3%. Ok. Dommage. Pour avoir du 4 en fonds monétaires. C'est ça. Bon, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Oui. N'hésitez pas si vous avez des questions. À réagir, à nous dire surtout si vous l'avez compris, parce que bon, je sais que c'est parfois des notions qui sont compliquées, parce que c'est parfois des notions, tu sais, t'aurais besoin d'un tableau. Nous, on essaie de le vulgariser pour que ce soit compréhensible autour d'un podcast, et je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus, de savoir si c'est suffisamment audible ou pas, de savoir est-ce qu'on peut pocher d'autres sujets d'économie, parce que c'est... Nous, on aime bien ça, mais on sait pas si c'est si c'est imbuvable pour ceux qui surtout, nous écoutent. Moi, j'aime bien ça, mais tu vois, c'est pas des sujets. Par exemple, je sais pas, on va pas faire de la théorie, des histoires économiques. C'est pas, je veux dire, je trouve que c'est pas pertinent. Non, il faut qu'il y ait un conseil derrière, sinon dans l'optique de notre podcast, d'amener des petites touches financières qui peuvent vraiment aider concrètement. Mais là, demain, une personne, elle peut améliorer son organisation patrimoniale en mettant des fonds, en mettant une partie de ses fonds sur du monétaire, tu vois. Donc, il peut y avoir des applications concrètes. Donc, on n'a pas envie de vous parler d'économie juste pour se faire plaisir, mais il y a d'autres sujets comme ça à pousser avec des notions clés qui vous permettront en tout cas demain de mieux comprendre le monde économique dans lequel on est et de faire des meilleurs choix en tant qu'investisseur, quoi. C'est clair. On vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, merci à vous, à très bientôt, ciao.